Bonjour, bonsoir plus exactement. Donc ce webinaire a comme thème comment gérer les repas de famille et je vous propose de l'élargir un petit peu à toutes les situations conviviales. Donc les repas de famille, les repas d'amis, toute situation où on mange avec d'autres personnes. Et je rappelle en passant que c'est la façon normale de manger, que de manger en société, en partageant la nourriture, que traditionnellement, chez les êtres humains, c'est comme ça qu'on fait. Manger seul, c'est d'une grande tristesse, et habituellement, autant que possible, on aime bien partager. Mais ce n'est pas sans poser des problèmes, et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, Lisa me signale mauvais son. J'espère que ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé? Alors, Émilie. Lorsque je mange en société, j'ai honte de choisir ce que j'aime. Ah, ben vraiment, c'est dommage, ça. Donc, si je comprends bien, vous faites line coaching, vous avez probablement des problèmes pondéraux, et ce que vous aimez manger, eh bien, ce ne sont pas des haricots verts, ou en tout cas pas tout le temps. Et donc, voilà, vous avez honte, c'est ce que vous dites ensuite, hein, qu'on vous juge. Donc, c'est votre remarque suivante, en fait. Les gens vous jugent sur ce que vous mangez. Eh bien, vous avez raison. Les gens vous jugent sur ce que vous mangez. Aujourd'hui, on juge les gens sur ce qu'ils mangent. C'est quelque chose de très courant. Et d'ailleurs, il y a eu des études de psychologues américains qui ont montré que les gens qui mangeaient diététiquement correct étaient considérés comme ayant un caractère moral meilleur que les gens qui mangeaient des aliments gras et sucrés. Donc, vous avez tout à fait raison de le penser. Maintenant, il ne faut probablement pas se laisser enfermer dans ce genre d'attitude où finalement les gens vont vous juger en fonction de ce que vous mangez. Je crois qu'il faut au contraire défendre votre point de vue qui est que, et c'est notre point de vue aussi à Line Coaching, que on choisit ces aliments non pas pour être diététiquement correct ou pour être moralement correct, mais on choisit ces aliments parce que eh bien, ils nous font envie, ce sont ceux-là que nous désirons à un moment donné, et il se trouve que ce que nous désirons, eh bien, c'est exactement ce qu'il nous faut, soit sur le plan physiologique, effectivement, nous désirons physiologiquement les aliments qui contiennent des nutriments dont nous avons besoin, et quand nous désirons des aliments riches en calories, c'est peut-être parce que nous avons très faim, et que c'est cela à ce moment-là qu'on désire, ou bien nous les désirons pour des raisons émotionnelles, parce que quand nous avons une envie de manger d'ordre émotionnel, eh bien ce sont les aliments riches en calories, avec une grosse densité énergétique, c'est-à-dire généralement gras et sucrés, qui vont pouvoir calmer nos émotions. Et donc, nous avons bien raison de nous tourner vers ces aliments dont nous avons le désir, parce que c'est eux qui vont nous apporter ce qu'il faut. Alors, comment se défendre face à ce jugement moral, finalement? Eh bien, le contraire de la honte, c'est la fierté. Il faut donc assumer sa situation et ses désirs alimentaires. Et donc, dire, voilà, moi je mange ce dont j'ai envie, et voilà, c'est ça dont j'ai envie, je le mange, j'en profite, j'y prends du plaisir, je vous explique à quel point c'est bon, et donc, voilà, j'assume totalement ce que je mange. Et si on vous fait les gros yeux, etc., ou si on vous critique verbalement, c'est-à-dire qu'on vous dit ah ben, c'est pas ça qui va te faire maigrir, eh bien, vous pouvez expliquer ce que vous êtes justement en train de faire avec Line Coaching, qui consiste à manger ce qu'on désire, mais pas plus qu'on ne le désire, c'est-à-dire on mange la quantité
dont on a véritablement besoin, soit sur le plan physiologique, parce qu'on mange, parce qu'on a faim et parce qu'on a besoin d'un certain nombre de nutriments que cette nourriture nous apporte, ou bien dont on a besoin pour des raisons émotionnelles, et là aussi, on a bien raison de les manger, et quand on a calmé ces émotions, à ce moment-là, on s'arrête, on a eu ce qu'on voulait, ça suffit, on n'en mange pas plus que ça. Donc, on assume, et on peut l'expliquer aux gens, on peut expliquer que c'est ça qu'on fait, et que c'est comme ça qu'on va maigrir, parce que on va manger ce qu'on désire, dans la quantité qu'il nous faut, et pas plus, et que ça va nous permettre de perdre le poids qu'on a en trop. Alors, Lisa me rassure, le son est bon, tant mieux. Alors, Violaine, je fais les courses et la plupart des repas familiaux. Comment prendre en compte les besoins différents des membres de ma famille, notamment de mon fils adolescent, car il se plaint souvent que je fais des repas trop légers, ça aide. Ah ouais, eh ben ouais, absolument. Parce que quand on est adolescent, eh bien, et en plus c'est un garçon, hein, je dis pas ça parce que je fais du genre de différence qui ne serait pas justifiée entre les sexes, mais il est vrai que les garçons ont besoin de plus de calories que les filles, hein, et donc ils se tournent vers des aliments plus riches, plus caloriques. Et ce dont on a besoin quand on est adolescent, eh bien effectivement, c'est de la viande, du poisson, c'est-à-dire des protéines, des œufs, etc. Parce qu'on a besoin de beaucoup de protéines pour se construire, et on a besoin aussi de féculents, parce que ça va nous apporter de l'énergie, et on a besoin de beaucoup d'énergie. Et vous, eh bien, vous n'avez pas le même âge, vous avez 20 ou 30 ans de plus, ou 40 ans de plus que votre fils, je sais pas quel adolescent. Donc on peut penser que vous avez au moins 30 ans de plus. Eh bien, vous avez des besoins qui sont moindres, et donc vous avez une appétence qui vous oriente plus vers des aliments plus légers. Alors, là, je parle pour des gens qui n'ont pas de problème alimentaire, qui n'ont pas de problème de poids, hein, et qui donc vont avoir de l'appétence pour des aliments plus légers, tout simplement parce qu'ils ont besoin de moins de calories. Et ils ont des besoins différents. Alors, comment on fait? Eh bien, comment on fait? Eh bien, voilà, il va falloir donner à chacun ce qu'il désire. Et donc, c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. On fait des salades, et on sait bien que les enfants ne vont pas se satisfaire avec des salades. Alors, on fait aussi des frites, et ça permet que tout le monde soit content. En tout cas, ma femme et moi, c'est ce qu'on a fait avec nos enfants adolescents. On s'en est pas sorti tellement autrement. Une autre solution, ça serait d'alterner. Ça, c'est souvent ce qu'on fait pour pouvoir satisfaire les goûts de chacun, hein. Il y en a qui aiment plus le poisson, il y en a qui aiment plus la viande, il y en a qui aiment plus certaines préparations comme ci et comme ça. Alors, le lundi, on fait plaisir à la fille, le mardi, on fait plaisir au garçon, le mercredi, on fait plaisir au mari, et le jeudi, eh bien, c'est pour nous. Voilà. On peut faire ça, mais quand il s'agit d'adolescents et d'adultes, souvent les écarts sont trop importants au niveau calorique, et il va falloir faire plusieurs plats. Alors, Barbara, en société, lors des repas dînatoires, je pars dans tous les sens car je veux goûter à tout. Ah, les fameux buffets. Je me dis donc que j'ai fichu mon repas en l'air, gâché pour gâcher, je mange plus que de raison sans aucune envie. Voilà. Ah ouais, les buffets. Vous savez que ça pose tellement de problèmes, les buffets, vous savez, ces grandes tables où il y a ce que vous appelez un repas dînatoire, je suppose, hein, ces grandes tables où on se sert soi-même et où il y a plein de petits trucs sympathiques à manger. Alors il y a ça qui est bon, il y a ça qui a l'air très, très sympathique aussi, et puis ci, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Voilà. Et donc on a envie de goûter à tout, et comme c'est bon, pas seulement goûter, mais bien manger. Et on mange trop. Ou alors, repas dînatoire, je ne sais pas ce que vous entendez par là, peut-être que c'est l'apéritif, hein. Est-ce que c'est un apéritif dînatoire? Bon, enfin, toujours est-il que vous avez trop de tentations. Et il y avait même une psychologue américaine qui avait construit toute une thérapie essentiellement sur les buffets, c'était une américaine,
et elle avait l'air de considérer que le principal problème des Américains, c'était de faire face à ces buffets où on avait un trop grand choix, parce que je pense qu'elle partait du principe que le reste du temps, eh bien, on pouvait se contrôler et manger diététique. Mais là, les buffets, évidemment, ce n'était pas possible. Nous, on ne part pas du tout dans cette idée-là, bien sûr. Les buffets, c'est quoi pour nous, en définitive? Eh bien, un buffet, c'est un lieu où il y a beaucoup de choix alimentaires. Et justement, qui dit choix alimentaire dit choisir. On ne va pas pouvoir manger la totalité des aliments présentés dans ce buffet, parce que d'abord, c'est désagréable de manger une bouchée de ci, une bouchée de ça. Si c'est bon, on a envie de manger plus de bouchées, voilà. Donc, il va falloir choisir. Et donc, choisir, ça veut dire abandonner certains aliments qu'on ne va pas manger. Il y en a qu'on va manger et il y en a qu'on ne va pas manger. Alors, ceux qu'on ne va pas manger, on va les regarder et on va se demander si c'est grave de ne pas les manger. C'est-à-dire, si on ne les mange pas cette fois-ci, est-ce que ça va vraiment nous manquer ou bien est-ce qu'on pourra les manger une autre fois? En règle générale, on pourra les manger une autre fois. Et donc, on peut y renoncer cette fois-ci. Donc, on va, par exemple, se fixer un certain nombre de plats que l'on va manger. Il y en a une douzaine. Et je me dis, bon, je vais plutôt m'orienter sur 3 trucs, 4 trucs, mais pas 12. Voilà. Donc, je vais me faire plaisir avec les trucs qui me paraissent les plus sympathiques. Si je goûte une bouchée d'un truc qui finalement me déçoit, eh bien, je le laisserai et je prendrai un autre truc à la place. Voilà. Et donc, je vais profiter du buffet en prenant les choses qui me plaisent le plus et puis vraiment les déguster, en profiter et ne pas en manger plus que mon désir à manger ne me pousse. En fait, le désir à manger s'effrite au fur et à mesure qu'on mange. C'est ce qu'on appelle le rassasiement gustatif, c'est-à-dire quand je mange, le goût de l'aliment que je suis en train de manger, qui au départ me paraissait excellent, eh bien, au fur et à mesure que j'en mange, me paraît moins intéressant. Et quand ce sont des aliments très riches, très denses en calories, eh bien, si j'en mange trop, si je mange des bouchées en trop, eh bien, ces bouchées me paraissent carrément pas bonnes, voire peuvent m'écœurer complètement. Donc voilà, il s'agit de faire face à ce buffet en mangeant, en dégustant. Donc il s'agit de déguster et de profiter et d'observer à quel moment c'est plus la peine de continuer. Et quand c'est plus la peine de continuer, on passe à autre chose. Mais encore une fois, on ne va pas passer à 12 trucs. On va passer à 3 trucs, 4 trucs. Violaine, je trouve plus difficile de déguster des plats complexes avec de nombreux ingrédients. Eh bien ouais, c'est plus difficile parce que les papilles doivent plus travailler. Quand il y a plus d'ingrédients, eh bien, est-ce qu'on est capable de reconnaître tous ces ingrédients? On doit faire des efforts. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans ce que je suis en train de manger? Ça consiste en quoi ce plat? Et donc, c'est tout un travail. Le gourmet fait ce travail. Il est capable de détecter les ingrédients du plat, les assaisonnements, et donc d'en profiter plus. Plus on est capable, finalement, d'analyser ce que l'on mange, et plus on en profite. De même que quand vous allez dans un musée, si vous connaissez le peintre qui a peint le tableau que vous regardez, si vous connaissez l'histoire du tableau, eh bien, si vous connaissez les conditions dans lesquelles ce tableau a été peint, l'école dont il relève, etc. Donc, si vous avez des connaissances au niveau de la peinture, eh bien, vous profitez mieux du spectacle de ce tableau que quelqu'un qui le regarde en se disant « je suis en train de faire le Louvre et j'ai encore plein de tableaux à faire, alors il faut que je me dépêche ». Alors, Émilie, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me dit « merci ». Ah oui, donc ma réponse lui convient. Ah bah tant mieux. Donc, la fierté. Il faut être fier de savoir manger les bonnes choses. Comment faire si on n'a pas faim à l'heure où le reste de la famille souhaite se mettre à table? Ah ouais, ça c'est des trucs qui arrivent, ça. On n'a pas faim à la bonne heure.
ça va encore vous arriver. Mais si vous vous débrouillez bien, si vous faites le programme Line Coaching tranquillement, correctement, sérieusement, eh bien, normalement, ça devrait se régler. Et ça se réglera surtout d'ailleurs si vous avez aussi une certaine régularité dans vos prises alimentaires. Pourquoi ça va se régler? Eh bien, c'est que nous avons ce qu'on appelle des appétits prévisionnels. Les appétits prévisionnels, c'est notre capacité à manger la bonne quantité d'aliments dans un repas, par exemple, ou dans une prise alimentaire comme une collation, pour aller jusqu'au repas suivant confortablement et arriver à ce repas suivant en ayant faim, en ayant de l'appétit et donc en pouvant profiter de ce repas. C'est ce que vous faites, par exemple, ces appétits prévisionnels, c'est, par exemple, quand vous vous apercevez que vous avez faim à 5 heures et que vous êtes censé manger à 20 heures, par exemple, donc à 17 heures et 20 heures, eh bien, vous pourriez très bien, à 17 heures, manger à votre faim. Mais si vous mangez à votre faim à 17 heures, vous n'aurez pas faim à 20 heures ou à 21 heures. Et ça serait embêtant. Alors, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut que je mange maintenant pour avoir la bonne taille de faim au dîner? Et normalement, on est capable de faire ça. On est capable d'anticiper la bonne quantité à manger. Alors, voilà pour l'appétit prévisionnel. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le rassasiement global, qui est aussi une sensation, à mon avis, c'est très semblable à l'appétit prévisionnel, mais c'est automatique. C'est-à-dire que nous avons la capacité, quand nous avons une certaine régularité dans nos repas, à manger à un repas la quantité nécessaire et suffisante pour aller jusqu'au repas suivant confortablement, sans que la faim ne nous dérange. Et comment on fait? Eh bien, comment on fait? On ne fait pas grand-chose. C'est un rassasiement, c'est-à-dire qu'à un moment, on sent que c'est assez. On sent qu'on a assez mangé. Et donc, on s'arrête. Et comme par miracle, eh bien, ça nous amène jusqu'au repas suivant confortablement. En fait, c'est une forme de conditionnement, d'apprentissage inconscient, et qui nous permet d'avoir une alimentation régulière et de mesurer inconsciemment les quantités mangées. Par exemple, on va manger des volumes beaucoup plus importants dans un repas où ce sont des aliments assez légers que l'on mange, pas très riches en calories. Donc là, on va manger des plus grands volumes pour aller jusqu'au repas suivant, alors que si c'est un repas d'aliments très riches en calories, on va manger des beaucoup plus petits volumes. Le rassasiement va venir plus vite avec moins de bouchées parce que à ce moment-là, on se rend compte que ça suffit, c'est assez pour aller, entre parenthèses, pour aller jusqu'au repas suivant. Donc on fait ça très spontanément, sans s'en apercevoir, sans s'en rendre compte. Alors ça va se faire, Nathalie, rassurez-vous, ça va se faire peu à peu. Pour le moment, entraînez-vous à ce que je vous ai dit par rapport aux collations, c'est-à-dire à cette capacité d'anticiper la quantité qu'il faut dans la collation pour pouvoir aller jusqu'au repas suivant. Et puis, pour ce qui est du rassasiement global, eh bien, ça va se faire tout seul. Dans le programme Line Coaching, on vous fait très peu travailler sur le rassasiement global parce que justement, il se fait tout seul. C'est un conditionnement inconscient. Et on vous fait beaucoup travailler sur le rassasiement gustatif, qui est une sensation gustative que l'on a dans la bouche au fur et à mesure qu'on mange des aliments riches. Le rassasiement gustatif, je le dis en passant, ne concerne pratiquement que les aliments à haute densité calorique, c'est-à-dire en gros gras et sucrés. Et là, on sent finalement très facilement que le plaisir à manger ces aliments se termine assez vite, après un nombre de bouchées assez limité. Alors que quand on mange des aliments très légers, genre haricots verts à l'eau, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas du tout cette sensation. Alors, Niki, comment faire lorsque je suis invité dans un repas de famille? Nous mangeons très tard, l'envie de manger disparaît, arrivé à table, je n'ai plus faim. Oui, ça c'est des choses qui arrivent aussi. C'est que la faim vient par vagues.
La faim, donc vous voyez, là, ce que je vous ai raconté, c'est si tout se passe bien, vous avez faim, grosso modo, à la même heure, tous les jours, c'est-à-dire si vous avez des repas réguliers, vous avez faim juste au moment du repas. Si vous avez l'habitude, les gens, il y a des gens qui sont un peu obsessionnels et qui mange à des heures très très précises, par exemple midi et demi, ils mangent à midi et demi et pas midi et quart, ni 1h moins quart, eh bien à midi 25, l'appétit leur vient. Donc, cette envie de manger vient, normalement à une certaine heure, l'heure habituelle à laquelle vous allez vous manger, et si vous ne mangez pas, eh bien, l'envie de manger, la faim disparaît, exactement. Mais elle revient un peu plus tard, souvent 1 heure plus tard, par exemple, et c'est bien embarrassant parce que, voilà, 1 heure plus tard, 1h30 plus tard, des fois. Donc, et c'est très embarrassant parce que votre faim a disparu et c'est justement le moment où on se met à table. Ah là là, quelle gêne! C'est des choses qui arrivent. Eh oui. Il n'y a pas grand-chose à y faire. L'appétit va vous revenir, mais pas au bon moment. Mais comme l'appétit vient en mangeant, il va se réveiller, peut-être pas à l'entrée, mais au plat principal. Et il est possible que vous ne profitiez pas de votre entrée parce que vous n'avez pas assez faim pour en profiter. C'est des choses qui arrivent. Hélène, il m'est difficile de manger en pleine conscience en famille. Je m'oublie. Je mange plus que de besoin. Je veux accompagner le repas de tous. Comment faire? Ah, Hélène. Donc, si vous vous appelez Hélène, vous êtes une femme. Il y a assez peu d'hommes en France qui s'appellent Hélène. Et les femmes sont connues pour être capables de faire au moins 2 choses, si ce n'est plus, à la fois. Certains hommes, pour tout vous dire, y arrivent aussi. Et qu'est-ce qu'il s'agit de faire à la fois? Il s'agit que vous arriviez à faire à la fois, d'une part, participer au repas de famille, participer à la conversation, être dans la convivialité, et d'autre part, deuxième chose à faire, c'est profiter de ce que vous mangez. Par exemple, quand on y réfléchit, si vous allez dans un restaurant gastronomique, un très bon restaurant, si c'est un mauvais restaurant, si c'est une cantine, ça ne compte pas, mais un bon restaurant, vous allez dans un bon restaurant, eh bien, vous n'y allez pas toute seule. Il y a très peu de gens qui vont dans un bon restaurant seuls. On y va en convivialité. Alors, là, on est exactement dans la situation que vous décrivez. On veut 2 choses. On veut profiter de ses amis et de sa famille, et on veut profiter du repas, profiter de ce qu'on est en train de manger et qui est très bon. Enfin, on l'espère. Et comment on fait? Eh bien, on alterne. En fait, on ne peut pas véritablement faire 2 choses à la fois. On n'est pas vraiment capable. Par contre, on est capable de faire 2 choses successivement et de faire une succession, de porter son attention sur une chose, puis sur une autre, puis de nouveau sur la même chose, et ainsi de suite, de déplacer son attention assez vite. Donc, à certains moments, on déplace son attention sur la convivialité, ce que les gens sont en train de dire, et on parle soi-même, d'ailleurs, quand on parle, on n'a pas de problème, parce qu'on ne parle pas la bouche pleine, et donc, on participe, et puis, à d'autres moments, on décroche de la conversation, et on centre son attention sur ses papilles. Et là, on profite pleinement de ce que l'on mange. Et d'ailleurs, en France, eh bien, ça se fait couramment de parler aussi de ce que l'on mange, de dire à quel point c'est bon, d'expliquer aux autres convives ce que l'on ressent en mangeant, et éventuellement de leur poser des questions sur leur plat à eux, puisqu'ils n'ont pas forcément pris la même chose si on est au restaurant. Si on est en famille, eh bien, c'est plus simple, parce que là, on mange tous la même chose, et donc on peut échanger sur le plat. Ça se fait en France, très couramment, ça se fait, je pense, en Italie, mais c'est une chose que vous ne verrez jamais faire en Allemagne ou en Angleterre, et encore moins aux États-Unis. C'est quelque chose qui surprend les Anglais ou les Allemands ou les Américains, qu'on puisse parler de ce qu'on mange. Parce que nous, manger, pour nous, c'est très important. Et pour eux, ça n'est pas autant.
Mais qui c'est qui a raison? C'est nous. La preuve que c'est nous qui avons raison, c'est que les Américains, et les Anglais ne sont pas très loin, et les Allemands aussi, sont beaucoup plus gros que nous. Ils mangent plus. Nous, on mange mieux, mais on mange moins, statistiquement. Et donc, il y a moins d'obésité en France. Nous sommes un pays où il y a beaucoup moins d'obésité que, on ne le dit jamais assez, je trouve, que, par exemple, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, bien sûr, qui sont les champions du monde de ce point de vue-là. Ils mangent mal et beaucoup. Nous, on mange bien et peu. Enfin, pas tout le monde. Enfin, c'est ce que vous allez, je suppose, essayer de faire, c'est-à-dire manger de mieux en mieux des choses de plus en plus délicieuses et vous pouvoir vous satisfaire parce que c'est encore meilleur des quantités, de quantités plus petites parce que vous allez saturer plus vite. Plus c'est bon, moins on en a besoin de beaucoup. C'est un peu contre-intuitif, mais ça marche comme ça. Alors, Dadou, difficile de se concentrer sur la dégustation. Ah ben c'est la même question. Ah, c'est la même question. Hélène et Dadou, vous vous rencontrez. Difficile de se concentrer sur la dégustation dans un repas festif qu'on a préparé pour la famille, qui oblige à beaucoup d'attention. Ah oui, pas tout à fait pareil. Comment garder l'attention nécessaire sur ce que je mange alors que je suis obligé de m'occuper du déroulement du repas? Alors oui, ceux qui profitent du repas profitent. Et ceux qui organisent le repas profitent beaucoup moins. Ouais. Donc, idéalement, si vous étiez avec des gens très polis, voilà comment ça se passerait. Vous apporteriez sur la table les plats. Et vous vous asseyeriez. Et tout le monde attendrait à ce que vous soyez assise pour faire le service. On ferait circuler les plats. Vous-même, vous vous serviriez. Et vous ne vous relèveriez pas de table. Et on mangerait, on partagerait jusqu'à ce que tout le monde ait à peu près fini son assiette. Et c'est seulement à ce moment-là que vous vous lèveriez, ou peut-être que quelqu'un d'autre se lèverait en même temps que vous pour vous aider, ce qui serait très sympathique. Et à ce moment-là, on irait chercher un autre plat à la cuisine. Donc vous auriez tout le temps nécessaire pour pouvoir profiter de ce que vous mangez. Alors peut-être que les gens ne sont pas suffisamment polis, commencent à manger avant que vous soyez assise, vous êtes finalement dans votre rôle de cuisinière et maîtresse d'hôtel, et vous profitez assez peu du repas. C'est bien dommage. Essayez de fonctionner un petit peu comme ça, finalement, de mettre sur la table tout ce dont vous avez besoin pour ne plus avoir à vous relever. Et si quelque chose manque, ma foi, voilà. Tant pis. Alors, je rencontre le même problème que Barbara lors des buffets à volonté au restaurant. Ouais. Même réponse. Les buffets à volonté, voilà. Il y a une technique, c'est de choisir et de renoncer à ce qu'on n'aura pas choisi en se disant, eh bien, je l'aurai pas cette fois-ci, mais ce plat n'attend rien, je l'aurai une autre fois. Et même si ça me tente beaucoup, eh bien, je me l'achèterai chez un traiteur ou c'est moi qui le cuisinerai. Alors, Barbara, merci. Merci de me dire merci, ça fait toujours plaisir. Lisa, et en France, non seulement on parle de ce qu'on est en train de manger, mais souvent de ce qu'on a mangé au passé. Ah oui, ça c'est bien vrai. Et dans des repas qu'on se remémore, des recettes, etc. Oui, voilà, ça c'est très très français de parler de la nourriture. D'ailleurs, quand ça me fait penser à la façon dont les Français racontent leurs vacances. C'est le premier truc qu'on dit quand on parle de ses vacances. Eh bien, on dit « Ah, mes vacances
sont très réussies. J'ai vraiment passé des vacances super parce qu'on a très bien mangé. On a mangé ci, on a mangé ça. Et donc là, on vous raconte qu'est-ce qu'on mange en Tunisie, je sais pas où, à Bali, en Italie, etc. Donc on a mangé ci, on a mangé ça. Voilà. Ou bien on vous dit, oh là là, des vacances, mais c'était épouvantable, oh, la bouffe était dégueulasse. Vraiment. Et si la bouffe est dégueulasse, ça peut être que des mauvaises vacances. Alors, Émilie, et lors d'un rendez-vous galant, faut-il manger en étant soi ou essayer de faire comme si j'aimais uniquement les crudités? Bon, alors, un rendez-vous galant. Alors, ça, c'est assez amusant comme question. Parce que dans beaucoup de rendez-vous galants, eh bien, ce qu'on risque de juger chez vous, c'est votre appétit pour les choses charnelles. Et donc, une femme qui sait apprécier la nourriture, on se dit qu'elle sait aussi apprécier qu'elle va apprécier le sexe, très clairement. Alors qu'une femme qui picore dans son assiette, eh bien, les hommes vont avoir tendance à se dire que, bon, voilà, elle ne va pas être bien rigolote celle-là, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu frigide, hein. Donc, c'est pas sûr qu'en mangeant des haricots verts à l'eau, vous séduisiez mieux les hommes qu'en mangeant des gâteaux pleins de crème chantilly. Alors, surtout les hommes très minces. Alors, vous les séduire les hommes très minces, mais enfin, ma réponse reste toujours là. Les hommes très minces peuvent aimer les femmes très enrobées. Il n'y a aucun rapport entre ça et ça. Je connais toute une série de couples où l'un est mince et l'autre obèse. Ça peut être l'homme ou la femme, ça s'échange. Il n'y a pas forcément, on n'épouse pas forcément quelqu'un qui nous ressemble, hein, ou du moins physiquement. On peut épouser quelqu'un qui nous ressemble au niveau du fonctionnement mental, au niveau de sa façon de prendre la vie, mais pas forcément sur le plan physique. Malgré ce qu'ont pu en dire toute une série de sociologues. Alors, je suis en panne de questions, là. Il va falloir participer. Puisque nous ne sommes qu'à mi-chemin. Nous avons encore la moitié de ce webinaire pour nous. Donc, il y a de quoi faire. Peut-on dire que line coaching applique le même principe que ce prôné par l'alimentation intuitive, sinon qu'elle soit différente? Ah, mais bien sûr, line coaching, c'est l'alimentation intuitive. Hein. C'est quoi l'alimentation intuitive? Alors, la définition de l'alimentation intuitive, c'est manger en fonction de sa nature, de ses sensations alimentaires, en fonction de sa physiologie. Hein. Je mange quand j'ai faim, je m'arrête de manger quand je n'ai plus faim, c'est-à-dire quand je suis rassasié, et je choisis mes aliments en fonction de mes appétences. C'est-à-dire que si j'ai envie de carottes, je mange des carottes, et si j'ai envie de viande, je mange de la viande, et si j'ai envie de gâteau, je mange des gâteaux. Et j'en mange la quantité nécessaire pour arriver à la satisfaction, au rassasiement, et c'est là que je m'arrête. C'est ça l'alimentation intuitive. Et qu'est-ce qu'on vous propose sur line coaching si ce n'est cela? Donc il n'y a strictement aucune différence. Line coaching, on a bien dû quand même le marquer quelque part dans la présentation de line coaching, je suppose, que line coaching et l'alimentation intuitive, que line coaching était fondé sur les principes de l'alimentation intuitive. Il n'y a strictement aucune différence. Alors, en plus, on peut dire que line coaching ne s'occupe pas simplement, s'occupe de mettre en place, de vous permettre de mettre en place une alimentation intuitive et vous aide à supprimer tous les obstacles qui
vous empêchent de manger sur un mode intuitif. Et quels sont-ils les obstacles? Eh bien, c'est la croyance qu'il faut contrôler son alimentation pour contrôler son poids. Ça, c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive. Et donc, nous avons toute une série d'exercices pour arriver à se débarrasser de la restriction cognitive, pour arriver à manger ce qu'on désire et pas plus qu'on ne le désire. Et puis, le deuxième grand obstacle à l'alimentation intuitive, c'est l'alimentation émotionnelle. C'est quand on mange pour calmer ses émotions. Et là, on vous apprend aussi à travailler sur l'alimentation émotionnelle pour que vous puissiez revenir à une alimentation intuitive. Alors, Niki, si nous sommes invités dans la famille le soir et que nous avons faim vers 17h, pour ne pas avoir une grande faim chez la famille, on doit manger une petite collation, soupe, fromage, etc. avant d'arriver sur la veille. Comment faire? Eh bien, c'est ce que je racontais tout à l'heure, Niki. Quand vous avez donc un petit creux à 17h et vous savez que vous allez manger qu'à 21h dans votre famille pour un repas convivial, sympathique, où il y aura des bonnes choses à manger. Eh bien, il vous faut, et vous ne voulez pas arriver avec une faim dévorante dans votre milieu familial, parce que vous savez d'abord que vous allez craquer à l'apéritif, et puis que, donc alors ça sera déjà embêtant, vous allez gâcher votre appétit au moment de l'apéritif, ou bien vous allez vous jeter sur la corbeille de pain, ou bien vous allez manger 3 fois trop de l'entrée et plus avoir faim pour le repas. Enfin, vous n'allez pas pouvoir profiter tranquillement de ce repas. Vous savez que pour profiter tranquillement d'un repas, il faut avoir une faim sérieuse, même modérée. Une trop grande faim, on ne peut pas vraiment profiter, on est trop pressé de mettre fin à sa faim, si j'ose dire, et donc on ne profite pas de ce que l'on mange. On dévore, on est goulu, on est glouton, quand on est dans une grande faim. Et donc, au contraire, quand on est dans une faim modérée, eh bien, on a tout le temps d'être gastronome, de profiter de ce que l'on mange. Et donc, c'est ça que vous voulez profiter de ce que vous mangez. Et là, c'est 17h et vous avez un creux. Et vous avez peur, donc, si vous ne mangez rien, d'avoir trop faim à 21h. Eh bien, donc, il faut manger quelque chose. Et la question, c'est quoi? Alors, si vous avez une bonne connaissance de vous-même, vous saurez quelle est la taille du morceau de fromage qu'il faut manger, et du bout de pain, parce qu'un bout de fromage sans pain, c'est pas très rigolo, qu'il faut manger à 17h, vu la taille de faim que vous avez en ce moment-là à 17h, et vu le temps qui reste, c'est-à-dire 3 heures. Vous saurez faire ça. Si vous ne savez pas encore le faire, parce que vous êtes débutante dans life coaching, ça va venir, vous allez savoir le faire bientôt, vous allez mieux vous connaître, vous allez avoir une meilleure connaissance de la façon dont évoluent vos sensations alimentaires et en particulier votre faim. Et donc vous serez capable de faire ce calcul, ce travail cognitif, pour pouvoir évaluer la taille du bon bout de fromage et du bon bout de pain, ou du morceau de chocolat, ou de n'importe quoi, que vous allez manger à ce moment-là. Une soupe à 17h, bon, si ça vous amuse, mais enfin moi je ne me vois pas en train de manger une soupe à 17h, franchement. Bon, un scone pour faire anglais, avec un thé, voilà. Bon, mais on n'est pas en Angleterre. Bon, alors donc, si vous ne savez pas encore le faire, eh bien, vous vous dites, il vaut mieux voir trop petit que trop grand. Donc, je mange un petit bout à 17h. Vraiment un petit bout. Un bout de fromage, mais petit, avec un petit bout de pain. Et si tout à l'heure, à, disons, 18h30, je m'aperçois que, tiens, de nouveau, j'ai encore un petit creux. Et de nouveau, je mange à nouveau un petit bout de fromage et un petit bout de pain. Et là, ça devrait bien aller pour m'amener à 21h. Ça s'apprend. On tâtonne et peu à peu, on apprend quelle est la bonne taille du bon morceau de pain ou de fromage ou de chocolat ou de quoi que ce soit. La confection des gâteaux pour mes enfants me donne envie de goûter et peut engendrer un risque important pour faire n'importe quoi. Ouais, la confection de gâteaux, ça donne envie de manger des gâteaux. Ah ouais, c'est normal ça. Vous avez un problème, j'en conclus Barbara, que vous avez un problème avec les gâteaux. Alors, nous avons un exercice dans life coaching
qui est pour vous. Je ne sais pas si vous en êtes déjà arrivé à cet exercice. Il consiste, pour moi, si vous voulez, cet exercice, c'est l'exercice, le grand exercice, avec une majuscule. C'est le tournant, pour moi, le tournant du programme Lane Coaching. Il y a avant et il y a après. Cet exercice, c'est quoi? C'est l'exercice où on vous demande de remplacer un repas classique, par exemple le déjeuner. On prend souvent le déjeuner, c'est le plus pratique pour ça. Donc le déjeuner, vous faites un déjeuner d'habitude, classique, vous mangez diététique. Hein, c'est le soir que vous craquez, à midi, vous mangez sérieusement d'habitude. Bon, donc, vous remplacez ce déjeuner classique par un aliment que vous adorez. Par exemple, un gâteau. Un gâteau fait maison, ou un gâteau de pâtissier, ou un gâteau que vous aimez bien. Voilà. Et vous allez manger ce gâteau en dégustant, en savourant. Alors, vous voyez déjà, cet exercice de remplacer un repas classique par un aliment riche, ce n'est pas un exercice qui est en début de programme. Il faut déjà savoir bien déguster. Il faut avoir dédiabolisé aussi les gâteaux. C'est-à-dire que vous ne culpabilisez pas de manger des gâteaux, de vous nourrir de gâteaux. Il faut que vous puissiez considérer qu'un gâteau, c'est un aliment normal. Et d'ailleurs, en fait, cet exercice-là va beaucoup vous aider à considérer les gâteaux comme des aliments normaux, nourrissants, qui nourrissent. Et puis, on se nourrit de gâteaux des fois, et des fois, on se nourrit de fruits, de légumes, de viande, de féculents, de poissons, de fromage, etc. On se nourrit d'un peu de tout, on varie les aliments, et pourquoi pas des repas de gâteau. Donc là, c'est repas de gâteau. Et vous en mangez jusqu'au moment où vous sentez que ce gâteau est moins bon. Et oui, au bout d'un moment, à force de manger des bouchées de gâteau, on s'aperçoit que la bouchée fait moins plaisir, et même si on continue, ça devient écœurant. Et avant que ça devienne écœurant, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison d'aller jusque-là, on s'arrête. On s'arrête au moment où le gâteau est moins bon. Et là, on a fini son déjeuner. Et si on a mangé beaucoup, ça nous amène peut-être au dîner. Et si on n'a mangé pas beaucoup, eh bien, on aura faim un peu plus tard, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures plus tard. Et là, on fera une collation. De n'importe quoi, pas de gâteau, de ce qu'on veut. On fait ça 4 jours de suite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe sur 4 jours. On s'aperçoit que le premier jour, on mange bien des gâteaux. C'est sympa, on est bien content de manger des gâteaux. Parce que là, on a l'autorisation de manger des gâteaux. C'est Lane Coaching qui vous l'autorise, c'est super. Manger des gâteaux pour maigrir, c'est génial. Le deuxième jour, souvent, là aussi, on aime bien manger des gâteaux. Le troisième jour, on commence par les gâteaux, c'est toujours le même gâteau, on n'a pas changé de gâteau, c'est toujours le même gâteau. Un gâteau au chocolat, comme si, par exemple, je ne sais pas, moi, un gâteau au chocolat quelconque, mais toujours le même. Et le troisième jour, surprise, on n'arrive pas à en manger tant que ça du gâteau. On sature assez vite. Au bout d'un certain nombre de bouchées, ça ne nous dit plus grand-chose. Donc on a mangé assez peu, et du coup, comme on a mangé assez peu de gâteau, on laisse le reste, bien sûr, et 2-3 heures plus tard, on a de nouveau faim et on fait un encas. Et le quatrième jour, souvent, eh bien, c'est dès les 3-4 premières bouchées qu'on se dit, vraiment ce gâteau, c'est bizarre, mais je l'aime bien d'habitude, mais là je l'aime plus. Plus envie. Voilà, on est saturé du goût de ce gâteau et on n'arrive même plus à prendre du plaisir avec ce gâteau. Ne vous inquiétez pas, ce plaisir à manger ce gâteau-là va vous revenir, mais pas tout de suite. Il va se passer un certain nombre de jours où vous n'aurez plus envie de ce gâteau. Donc, voilà, c'est ça l'exercice. Et il vous apprend quoi, cet exercice? Il vous apprend d'abord à bien reconnaître votre rassasiement gustatif et à vous apercevoir que votre plaisir à manger un aliment donné ne se maintient pas. On sature. Et si on mange tout le temps la même chose, on sature encore beaucoup plus vite. Alors voilà, c'est ce qui sera bien que vous fassiez quand vous arriverez à cet exercice-là,
avec des gâteaux. Et avec le gâteau que, par exemple, vous faites avec vos enfants. Et pendant 4 jours de suite, vous allez faire ce gâteau pour vous. Et ça ne vous empêche pas d'en redonner à vos enfants. Et vous allez faire votre déjeuner avec ce gâteau. Peut-être que vous pouvez garder du gâteau pour l'exercice du lendemain. Je ne sais pas, si c'est un gâteau au chocolat, ça se garde bien. Moi, je trouve que d'ailleurs, même les gâteaux au chocolat sont meilleurs si on les laisse tranquilles pendant un jour. Et même 2 jours après, à mon avis, ils sont encore meilleurs. Donc voilà, ces gâteaux au chocolat, ça peut marcher comme ça. Donc, vous allez, avec cet exercice-là, non pas vous dégoûter de ce gâteau, mais remettre ce gâteau à sa place. C'est-à-dire, c'est un gâteau que je peux avoir quand je veux. Je n'ai pas peur de ce gâteau, je n'ai pas peur d'en manger, parce que je sais que je ne vais pas en manger trop. Si j'en mange trop, je me dégoûte de ce gâteau beaucoup plus vite. Donc, je n'ai pas tellement intérêt, finalement. Et si j'en ai mangé trop, ben voilà, j'en mangerai moins la fois d'après, surtout si elle est rapprochée. Et je mangerai moins d'autres choses aussi, parce que j'aurai mangé plus de gâteaux et que mon rassasiement sera plus important, et que donc ma faim suivante sera retardée. Et si j'ai mangé vraiment beaucoup de gâteaux, eh bien à ce moment-là, peut-être que même pour le repas suivant, je n'aurai pas faim, et que ça ne vaudra même pas la peine que je le fasse ce repas suivant. Là, c'est vraiment que j'aurai mangé beaucoup. J'adore le MSN. Pendant 3 jours, faut-il manger une seule sorte d'aliment calorique ou peut-on changer chaque jour? Alors, ce que je viens de vous raconter là, c'est pas vraiment le MSN. Le MSN, l'exercice de l'MSN, c'est quand vous avez une envie de manger émotionnelle, eh bien, à ce moment-là, vous mangez ce que vous désirez, l'aliment qui vous paraît le plus désirable, et vous le mangez autant que possible en le dégustant, en le savourant, en l'appréciant. Et donc, ça va vous permettre de vous réconforter avec cet aliment, ça va vous permettre de mieux vivre les émotions qui vous ont assailli, et et vous allez probablement vous apercevoir avec le temps que de MSN en MSN, vous avez besoin de moins en moins de nourriture pour calmer vos émotions. C'est ça les MSN. Et donc, si vous avez, c'est pas quelque chose à faire pendant 3 jours ou 4. Donc, c'est quelque chose à faire au coup par coup. Et donc, comme c'est à faire au coup par coup, on mange ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir à ce moment-là, et ce qui nous fait plaisir un jour, pour une et même du lundi, par exemple, ne sera pas forcément ce qui nous fera plaisir pour le ME du mardi. Donc, on va manger ce que l'on veut, etc. Donc, mais j'ai un peu l'impression que vous confondez EMZ, ce que je viens de vous dire là, avec le fait de remplacer un repas d'un repas normal par un aliment riche pendant 4 jours. Donc, l'EMZ, je répète comment ça marche. J'ai une émotion, je veux la calmer avec de la nourriture, je choisis la nourriture la plus calmante pour ce jour-là, ce qui va, à mon avis, le mieux marcher pour me réconforter. Je le mange en le dégustant, en le savourant, jusqu'à ce que je me sente réconforté. Et si j'en ai mangé beaucoup, eh bien, à ce moment-là, la faim va mettre longtemps à revenir. Si j'en ai mangé pas beaucoup, eh bien, la faim reviendra dans son délai normal. Alors, Lisa, ma famille aime manger plus et plus gras que moi, le soir. Ah, et vous mangez plus à midi. Mais j'ai du mal à manger autrement et autre chose qu'eux. Du coup, je me laisse tenter à manger comme eux le soir. Donc finalement, oui, vous mangez beaucoup à midi et beaucoup le soir. Ça ne va pas du tout. C'est un des problèmes dans les familles aujourd'hui, qui est assez courant, qui est que nous ne mangeons plus ensemble à tous les repas.
Autrefois, il y avait une sorte de synchronisme familial, parce que tout le monde mangeait la même chose à tous les repas. Et donc tout le monde avait, grosso modo, envie des mêmes choses au même moment. Quand on avait fait un repas riche à midi, on avait envie d'un repas léger le soir, et réciproquement. Et puis quand on avait mangé beaucoup de viande pendant plusieurs repas, tout le monde n'avait plus trop envie de viande, et donc ça soulageait tout le monde que ce soit un repas sans viande. Donc voilà, ça se faisait bien comme ça. Mais maintenant, on fait certains repas en commun et d'autres repas séparément. Ce qui fait qu'on est toujours en décalage. Et c'est pareil pour les enfants, ils mangent à la cantine à midi, et comme on ne sait pas ce qu'ils ont mangé à midi, on ne sait pas ce dont ils vont avoir envie le soir, donc ça complique énormément les choses. Dans votre cas, à vous, il va falloir choisir. Soit vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas avoir un repas riche à midi et un repas riche le soir. Et donc, il va falloir choisir entre le repas riche à midi et un repas plus léger le soir, ou bien un repas léger à midi et un repas plus riche le soir. Il n'y a pas tellement d'autres choix. Ou alors une combinaison des deux. Un repas moyen à midi et un repas moyen le soir. C'est aussi une possibilité. Voilà. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Désolé, Lisa. Émilie. Comment faire la différence entre le grignotage et la collation? J'ai toujours la pensée que le grignotage était mauvais. Or, avec Line Coaching, nous devons manger toutes les collations dont on a envie. Ah ouais. Alors, il y a une différence, on peut faire une différence réelle entre le grignotage et la collation. Le grignotage, c'est manger sans faim et sans faim. Premier sans faim, F-A-I-M, deuxième sans faim, F-I-M. À moins que vous considériez que le premier faim, F-I-M, et le deuxième est F-I-M, ça ne change rien du tout. Alors que la collation, c'est manger avec faim et avec faim. Voilà, vous m'avez compris. Donc, quand vous grignotez, vous mangez distraitement, en règle générale, sans faire attention à ce que vous mangez, et du coup, il n'y a pas de faim. Quand vous faites une collation, c'est un petit repas. Vous mangez parce que vous avez faim, ou bien parce que vous avez une émotion à calmer, et là, cette collation est une forme d'envie de manger émotionnelle. Et donc, à ce moment-là, cette collation est tout à fait justifiée. Elle est justifiée si vous avez faim, elle est justifiée en cas d'émotion à calmer. Donc, on peut considérer que ce discours sur les grignotages qui sont mauvais, moi je suis d'accord. Manger de façon peu attentive et beaucoup machinalement, c'est en trop. On n'a pas de plaisir, on n'a pas un réel plaisir gustatif, on ne profite pas de ce que l'on mange et on se coupe l'appétit pour les repas qui suivent. Donc ce n'est pas une bonne idée, le grignotage. Par contre, les collations, c'est très bien. Et on vous encourage à faire des collations quand le besoin s'en fait sentir. Alors, Émilie, le programme me paraît trop magique. Je suis heureuse depuis que j'ai commencé, hyper heureuse, si bien que je me demande comment ça peut marcher. Ouais, c'est magique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de magique finalement? Eh bien, ce qui est magique, c'est qu'on vous dit de manger physiologiquement, normalement, ordinairement. Grosso modo, on vous donne des conseils que votre grand-mère aurait pu vous donner. Mange quand tu as faim, arrête de manger quand tu n'as pas faim, mange ce que tu as envie. Ne te prive pas, mais ne mange pas plus que tu as faim. Voilà. Votre grand-mère aurait pu vous dire ça. En tout cas, la mienne aurait pu me le dire. Bon. Et c'est ça qui va vous faire, qui va régulariser votre comportement alimentaire, qui va normaliser votre comportement alimentaire, dans le sens où votre comportement alimentaire va devenir physiologique. Et c'est grâce à ça que vous allez rejoindre votre point d'équilibre. C'est vrai que c'est extraordinaire, c'est magique. C'est que des conseils de bon sens.
Ah, ça sonne. Ça veut dire, j'ai mis cette petite sonnerie pour me prévenir qu'il ne restait plus que 5 minutes. Voilà, c'est magique. Alors, c'est magique, mais je suis désolé de vous le dire, Émilie, c'est pas si facile que ça. Vous allez vous en rendre compte. Là, pour l'instant, ça a l'air bien se passer pour vous, tant mieux, mais c'est assez rare les gens qui ne rencontrent pas des difficultés et des obstacles de toutes sortes qui finissent, bon, au début ça marche, voilà. Par exemple, on est dans une bonne période, on n'a pas trop d'envie de manger émotionnel, ça se passe relativement bien, ou bien, voilà, la vie est calme, tout, on est heureux, tout va bien. Et puis, il y a des choses qui se passent à un moment mal, et puis on craque pour une raison ou pour une autre, ça finit par s'enchaîner, on retombe dans un cercle vicieux et on finit par voilà, reprendre des habitudes, les habitudes d'avant, désastreuses, et on se désespère un peu. C'est rare que ça n'arrive pas quand même. Hein. Donc, sachez que ça va vous arriver et sachez que c'est normal. Et que, donc, si ça vous arrive, eh bien, voilà, ça vous arrive et ça fait partie du trajet. Hein. Le trajet line coaching n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un chemin de montagne qui tourne, qui vire. Il y a des moments ça monte et il y a des moments ça descend. Voilà, c'est un chemin parsemé d'embûches. Il y en a tôt ou tard. Voilà. Je ne peux pas dire que je vous fais un tableau trop idyllique du programme. Hein. Mais voilà, il faut savoir que des fois on tombe, mais quand on tombe, l'important c'est de savoir se relever. Et on est là pour vous aider. Hein. Bon, Niki, j'ai du mal à gérer les envies de faim. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire, Niki. C'est-à-dire, quand vous avez très faim, ben, vous ne savez pas vous débrouiller avec votre grande faim. C'est ça que vous voulez dire? Alors, je vais attendre un peu que vous me précisiez votre demande, parce que ce n'est pas très clair. Muriel, tout le monde maigrit-il avec Line Coaching? C'est une très bonne question, ça, mais pas si facile. La réponse est non. Tout le monde ne maigrit pas avec Line Coaching. Il y a quelques personnes, mais pas tant que ça, finalement, qui abandonnent en cours de route et qui baissent les bras. Hein. On estime, nous, qu'on a fait beaucoup de progrès dans la qualité du programme, parce que finalement, on a beaucoup moins de gens qui abandonnent le programme en cours de route qu'avant, qu'au départ de ce programme, quand il était tout neuf, et qu'il n'était pas aussi élaboré et intelligent qu'aujourd'hui. Maintenant, il faut dire que c'est une vraie perle. Et donc, des gens abandonnent. Et puis, il y a des gens qui sont déjà à leur poids d'équilibre. Alors ça, c'est une affaire très triste, c'est-à-dire qu'ils sont en surpoids, parce que s'ils n'étaient pas en surpoids, on ne les prendrait pas dans le coaching, bien sûr. Il n'y a pas de raison, quelqu'un qui a un poids normal, hein, pour qu'il fasse un coaching, ça n'a pas de sens. Un poids satisfaisant, ça n'irait pas. Donc, il y a des personnes qui ont un poids élevé, mais c'est le poids d'équilibre. Ça peut être pour des raisons génétiques. Dans leur famille, tout le monde est enrobé. Alors voilà, ils sont enrobés comme les autres. Et donc, ils ont une latitude à maigrir assez faible. Et puis, il y a des gens qui ont fait beaucoup de régimes. Et certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes, c'est assez fréquent, quand on fait des régimes, on reprend. Et quand on reprend, et qu'on regrossit donc, on fabrique de nouveaux adipocytes. Et à ce moment-là, on a une capacité de stockage de la graisse plus importante. Et donc, du coup, on ne remaigrit pas la fois d'après au deuxième régime, autant qu'au premier, et on part de plus haut. Et à chaque régime supplémentaire qu'on fait, on reprend un peu plus de poids et on repart d'un peu plus haut. Donc finalement, au bout d'une dizaine de régimes, eh bien, on fait quelquefois 15 ou 20 kilos de plus qu'avant le premier régime. Et avec une impossibilité biologique à perdre du poids parce qu'on est déjà à son poids d'équilibre. Alors donc, eh bien, dans ces cas-là, il faut
savoir se contenter de ce que l'on peut, c'est-à-dire, pour un certain nombre de personnes, eh bien, c'est le cas le plus fréquent, on a une latitude pour maigrir, mais on n'a pas une latitude pour redescendre au poids qu'on faisait avant le premier régime. On va stabiliser son poids à un poids souvent plus élevé qu'avant son premier régime. C'est assez courant. Donc, avant son premier régime, disons, on faisait 50 kg. Maintenant, là, on en fait 80. Et on va pouvoir maigrir jusqu'à 65. Et on va caler à 65. Ça sera le nouveau poids d'équilibre. Ce sera plus 50 kg. Ça peut arriver. Donc, il faut savoir prendre ce que l'on est capable de prendre et accepter son reste. Quand on en est là, hein, je finis quand même ma réponse, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut quand même maigrir en dessous de son poids d'équilibre, mais on va avoir faim tout le reste de sa vie. Et ça, c'est très très difficile. Peu de gens y arrivent. La plupart des gens craquent. Donc c'est pour ça qu'on conseille, nous, de ne pas essayer, parce que c'est beaucoup trop difficile et qu'il y a toujours ce risque, il vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Hein, parce que tirer un peu trop sur la corde, c'est risqué de finalement reprendre tout le poids perdu, de ne pas se stabiliser et reprendre encore plus de poids. Il vaut mieux donc, un tien vaut mieux que tu l'auras, se contenter de son nouveau poids d'équilibre plutôt que d'espérer d'avoir un poids d'équilibre finalement hors de notre portée. Alors, Niki, dernière réponse. Hein, Niki, je ne sais pas, voir si c'est une envie de faim. Si je comprends bien votre question, c'est ce que vous n'arrivez. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais je subodore que vous êtes en train de me dire, Niki, que vous avez du mal à différencier la faim d'une envie de manger émotionnelle. Peut-être que je me trompe, peut-être c'est pas ça que vous voulez dire, mais c'est ça parce que ça c'est une question qui revient assez fréquemment. Donc, pour pouvoir distinguer une envie de manger émotionnelle et la faim, la façon la plus simple, c'est de bien faire les exercices de l'étape de la faim, où on vous apprend à reconnaître la faim, à savoir bien reconnaître les signaux qui vous font dire que vous avez faim, hein, des signaux corporels, la faim se manifeste dans votre corps, et à ce moment-là, quand vous avez envie de manger, l'envie de manger, elle ne peut avoir que deux causes, la faim ou les émotions. Donc quand vous avez envie de manger, vous observez dans votre corps, vous dites, bon, alors est-ce que j'ai des signaux de faim, est-ce que je ressens de la faim dans mon corps? Et si je ne ressens pas cette faim dans mon corps, à ce moment-là, ça veut dire que c'est une envie de manger émotionnelle. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour ce merci beaucoup. J'espère avoir bien répondu à vos questions et vous avoir aidé à faire face aux repas de famille et aux repas conviviaux d'une façon générale. Il ne faut pas en avoir peur parce que, je répète, c'est une façon, les repas conviviaux, c'est la façon naturelle, normale pour l'être humain de manger. Hélène, chouette, ouais, chouette. Bye bye.